Je vois l'évolution, en 15 ans, d'écart d'âge, sur leur manière de voir le monde, la vie de l'entreprise, le monde de l'entreprise, la carrière ou le monde professionnel et c'est clair que leur premier critère, c'est, est-ce que ça fait sens ou pas? Je sais qu'au final, enfin moi, les retours que j'ai, hein, c'est je sais qu'au final, alors c'est une certaine un certain, environnement, socio-éducatif, hein, Mmh. évidemment, mais en tout cas pour ces jeunes-là, c'est je me fais pas trop de soucis. Bienvenue dans Abracadabra, l'émission projet qui connecte à la magie de la vie en connectant cœur et esprit des entrepreneurs pour transformer vos projets en réussite inspirante. Aujourd'hui avec nous, Émilie Schmitt, Bonjour. directrice générale et cofondatrice d'Activation. Bonjour. Activation, c'est une association locale, mais présente un peu partout en Europe, on y reviendra, qui a pour but de construire ensemble le monde du travail de demain. Sacrée mission, avec de belles valeurs qu'on va étudier. Depuis 2014, tu as lancé cette initiative, ce projet, avec plus de 6000 ateliers réalisés, des dizaines de milliers de participants dans toute l'Europe. Et tu as été, en plus de ça, récemment lauréate des Women in Business. C'est un prix européen, mais parce que ce ne sont pas uniquement nos entreprises et nos réussites qui nous déterminent, aujourd'hui, on ira aussi aller voir ce que tu fais à côté. Et je sais qu'il y a beaucoup de casquettes avec notamment l'équitation, tu as sillonné la France en autostop, tu développes des projets de tiers-lieux, tu as une association autour du vin. Enfin bon, tout un tas de sujets. Je pense que on va en avoir pour notre temps et notre énergie. Et évidemment, avec moi, mon partenaire dans cette émission, Cédric Kessler. Bonjour. Ah, salut, ça fait plaisir d'être là. Et puis, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu la liste de choses qu'on pouvait évoquer, je me suis dit, oh là là, elle va être longue cette émission. On va faire de la qualité. On va faire de la qualité aujourd'hui. Et du coup, pour commencer, Émilie, la première question que moi je me pose quand je vois le palmarès, c'est pourquoi en 2014 tu t'es lancé? Comment c'est arrivé cette aventure? Qu'est-ce qui t'a permis de te dire allez, j'y vais? Tout simplement les accidents de la vie. Donc on est 3 cofondateurs, hein, donc je suis pas montée Activation toute seule. On fait partie de la génération qui est arrivée sur le marché de l'emploi, après la crise de 2008, à qui on avait un peu, promis, que si on faisait des belles études, on pourrait avoir la liberté de choisir notre, avenir professionnel. Voilà, ça s'est pas fait, exactement comme ça, donc on s'est retrouvés au chômage, on l'a mal vécu. Et à l'époque, voilà, tout ce qui était, lié à la santé mentale, des individus, c'était très, très tabou. Et pourtant, il y avait déjà pas mal d'études, scientifiques sur le sujet qui expliquaient que le chômage avait des conséquences, fortes sur les gens, personnellement, mais aussi sur leur entourage. Et donc il y avait une part de révolte, en fait, de subir, quelque chose dans son intimité, finalement. Moi, je me rappelle que le déclic, ça a été quand je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'aider les autres, alors que depuis que j'étais toute petite, je savais que je voulais, que j'avais une vocation à travailler dans le domaine du social. Et donc, voilà, on a mélangé, on va dire, notre expérience de vie et les études scientifiques sur le sujet, et on s'est dit: Bon ben, aujourd'hui le chômage, détruit les individus et le potentiel, de la société. C'est connu, c'est expérimenté, on n'en parle pas du tout. Demain, on va plus ou moins tous passer par une période de chômage parce que les évolutions du marché de l'emploi le font que. Donc on a décidé qu'on n'avait pas envie de se résigner. Voilà, la force de la jeunesse, on va dire, la naïveté peut-être de la jeunesse aussi. Tant mieux. Oui, il en faut. Tant Ça. mieux, hein. Et pour toi, c'était quoi, juste pour bien cerner le truc, la période de chômage? Tu avais bossé avant, en sortant des études? Alors pour moi, c'était sortie d'études. Après j'avais repris du coup mes études, parce que je trouvais pas, et après de nouveau, sortie d'études. Pour Fabien, donc 2e cofondateur, ça a été, plutôt, après un premier emploi. Ensuite, il a aussi subi un licenciement économique. Donc voilà, nous on avait, 26 ans, enfin 25-26 ans, et on avait déjà vécu tout ça, et Pauline, c'était aussi en sortie d'études. Et quand tu parlais du déclic, moi, ça m'évoque la magie, parce que c'est connecté à son corps. Comment ça se manifeste un déclic? Comment tu sais que ça, c'est un déclic et que j'ai envie d'y aller? Hem,
Je sais pas, je pense que là, c'était une partie de sa propre identité. Enfin, en fait, quand tu sens que tu n'es plus toi-même et que tu sais pas vraiment pourquoi, ben, tu te poses des questions. Et en fait, voilà, c'est arrivé comme ça. Après, bon, voilà, on avait beaucoup parlé avec Fabien. Et c'est surtout, en fait, on a fait le premier atelier, c'était nos amis, pour tester un peu le concept. Et le deuxième atelier, en fait, il y avait déjà des gens qu'on connaissait pas. Et on n'avait même pas de site internet. Donc là, forcément, ça te parle. Tu te dis, bon, bah, en fait, a priori, on n'est pas tout seul à vivre ça. Ça parle aux gens. Et donc après, c'est un choix de vie. C'est de se dire, bon, est-ce que je me lance là-dedans ou pas ? Est-ce que je me lance complètement là-dedans ou pas ? Et ça, oui, je pense que c'est petit à petit les retours des gens. Il y a les convictions. Je pense, enfin, au fond, il y avait aussi un peu voilà, une forme de colère en fait où tu dis bon voilà, je vais tout donner, etc. Qu'est-ce qui fait sens aussi Mais justement sur le sens, qu'est-ce qui à ce moment-là et encore aujourd'hui peut-être est le sens de ce projet? Parce qu'en fait, je pense que pour moi ça me paraît tellement évident que ça pourrait être différent que je comprends pas pourquoi c'est toujours pas le cas en fait. Voilà, c'était quand même une évidence. Il y avait un vrai sujet sur la question des conséquences psychologiques du chômage, du fait que c'était quelque chose de générationnel et pas d'individuel. Et finalement, encore aujourd'hui, il y a certains discours qui rendent ces périodes-là très... comme si c'était un choix complètement personnel, alors que c'est quand même un aspect très, très sociétal. Et on n'a pas de prise, en fait, sur les décisions économiques qui sont prises et qui nous impactent aussi directement. Et donc, encore aujourd'hui, je trouve que ça fait pas sens qu'on n'accompagne pas les périodes de transition professionnelle mieux, en fait, avec tous les apports qu'il y a eu, notamment en sciences comportementales. D'ailleurs, depuis 10 ans, les Je ne études suis pas sûr de scientifiques, comprendre sciences d'études comportementales. Est-ce que tu peux le dire? voilà, les sciences humaines et sociales. Désolé. Les sciences humaines et sociales, la neuropsychologie, la sociologie, la sociologie, la psychosociologie, etc. Donc les sciences, ce qu'on appelle les sciences molles, même si j'aime pas ce terme, comparé aux sciences dures, que sont la physique, etc. Et notamment au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui ont comment dire, qui expliquent en fait ces phénomènes sociaux. Qui explique aussi les réactions individuelles à des phénomènes sociaux. Et donc voilà, aujourd'hui, on sait que si on accompagne mieux les individus pendant les périodes de vulnérabilité, il y a plus de chances que ces périodes-là deviennent des périodes de résilience et de réelle transition et pas des périodes finalement qui détruisent en fait. Moi, je résonne avec ça. Tu as connu une période de chômage, juste pour cerner nos profils aussi par rapport à ça? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Joker Joker. Je l'ai pas. Je vais prendre tiens, celui-là. Celui-là, il se cache la bouche. Joker parce que, en fait, effectivement, j'ai été dans des cas de période de transition, mais j'ai jamais... Alors, 6 mois. J'ai été 6 mois officiellement au chômage après mon burn-out. Mais c'est le seul moment où je l'ai été. Sinon, j'ai toujours été en quête de monter des projets en tant que bon entrepreneur. Et donc, du coup, je pourrais pas vraiment dire que j'ai été au chômage puisque j'ai jamais vraiment eu de travail salarié. Ouais. Mais toi, peut-être que tu as une histoire aussi. Je résonne à fond. Je bosse 3 ans en sortant des études. Je quitte ce boulot parce que j'ai envie de voir autre chose en étant persuadé que je vais conquérir. Il y avait un côté un peu naïf, etc. Puis, et en fait, là, crac, je ne retrouve pas. 8 mois de chômage. Parce que j'avais un profil un peu bizarre, etc. J'entrais pas dans les cases. Et en fait, dur. Franchement, j'ai très mal vécu le truc. Je me suis même effondré. Pas psychologiquement, ça allait relativement bien. Je voyais les copains et tout ça. Mais je me suis effondré sur la confiance en moi-même. Et je me suis senti en fait vraiment pas bon, quoi. Alors que je démarrais avec peut-être trop de confiance en moi. Et vraiment, le côté effondrement, et puis tous les copains, toute la famille, quand tu les vois, la première chose qu'ils te demandent, alors ça va, la recherche d'emploi, ça avance? Bah non. Non, ça avance pas, c'est la galère. Donc ouais, c'est un sujet qui est vraiment difficile. Et moi, je compatis avec les gens qui souffrent. Et je pensais aussi que ça allait être une opportunité pour me donner du temps à moi, pour créer des trucs. Et en fait, je me suis complètement effondré. J'ai perdu mon temps pendant 8 mois. J'ai fait de la merde pendant 8 mois pour dire les choses comme c'est, quoi. Bah, ou pas, des fois faire de la merde ça aide à grandir. Ouais, peut-être. Mais ça résonne à fond du coup, quoi. La manière dont tu l'as expliqué m'a reconnecté à en fait une période où effectivement, alors j'ai pas été au chômage mais en recherche d'emploi, et je pense que est-ce que chômage égale recherche d'emploi? Donc là oui, j'ai été effectivement en fait quand j'avais lancé Makers for Change, donc qui a créé notre relation, en fait quelque part nos projets nous ont réunis.
Et bien, en fait, après 9 mois, j'ai eu des premières difficultés où je savais pas où aller, comment y aller, etc. Le mettre dans la matière, c'était en fin 2015. Et donc là, pendant 4 mois, j'ai cherché un emploi, effectivement, puisque j'avais fait un crédit et les fonds n'étaient plus là. Et j'avais envoyé plusieurs CV et j'avais eu 0 retour. 0 retour, même pas me dire oui, non, pourquoi. C'est intéressant, mais ça va pas le faire. Ouais, voilà. Et du coup, donc, je m'étais dit, bon, je vais quand même travailler au Conseil de l'Europe, j'ai essayé de faire des choses au niveau associatif, etc. J'ai un certain nombre d'expériences. Alors, j'étais un peu dans l'ego, un peu gonflé, en disant, bah attends, je suis Cédric Bischetti quand même. Et du coup, en fait, il y a eu. Je me suis pris une petite claque. Et en fait, cette claque m'a amené à retrouver une énergie, alors plutôt de colère, justement, pour relancer Makers for Change sur un autre plan, sur un autre champ, de démarrer de zéro, de vraiment construire tout petit, où avant j'étais beaucoup plus dans la communication et moins dans les actions. Là, j'étais plus dans les actions et pas du tout dans la communication. Et c'est comme ça qu'en fait, l'aventure s'est réouverte. Donc oui, j'ai eu cette période assez difficile pendant 4 mois, moi aussi. Et du coup, tu parlais de résilience et ce qu'on se dit, en fait, la résilience, c'est le rebond face à des situations difficiles dans la vie. Comment toi, en 10 ans, c'est depuis 2014, Active Action, comment en 10 ans, on maintient un niveau de résilience face à toutes les difficultés que j'imagine même pas que tu as pu rencontrer? Et je pense qu'il y a la question du sens. Clairement, en fait, avec Fabien et Pauline, on a beaucoup travaillé le pourquoi en fait on faisait les choses, et donc il y a quelque chose qui est très lié à ce qui fait sens de manière globale en tant qu'individu pour nous. Donc déjà ça, c'est une source de motivation qui est intrinsèque et qui est relativement stable en fait, quand on va chercher le pourquoi on fait les choses et qu'on s'aligne là-dessus dans le projet. Et c'est ça la grande chance qu'on a quand on est entrepreneur, de pouvoir faire ça. Ensuite, parce que finalement, on est bien entouré aussi, et c'est pour ça que je continue vraiment à croire que il faut plus d'accompagnement, et que être accompagné, c'est pas être vulnérable. Au contraire, ça renforce en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans les mentalités sur ce sujet. Et ouais, on est 3 en fait, donc on est 3 cofondateurs. Moi, je suis toujours très très admirative des gens qui lancent des projets seuls, parce que ils sont complètement tarés. C'est ce qui a causé ma perte. Donc, moi, je suis bien plus dans votre sens de bravo pour l'avoir fait. Je crois que t'étais tout seul avec Radio Arc-en-Ciel ou pas? Non, on est aussi en mode plutôt équipe. Ouais. Moi, je suis admiratif pour vous. Ouais. Je suis revenu des morts. Pardon. Et oui, il y a le fait d'être bien entouré, il y a le fait de voir l'impact aussi. Enfin, c'est vrai que quand on reçoit des retours, il y a certaines personnes qui nous disent oui, mais ça a changé ma vie, ou ça a eu un impact énorme sur moi, mais aussi sur mon entourage. Je m'entends mieux avec mon père, alors que, là, c'est des retours qu'on nous a fait qui ne sont pas du tout liés directement finalement à la recherche d'emploi, mais la recherche d'emploi, comme d'ailleurs vous l'avez exprimé très naturellement, ça vient chercher quelque chose de très profond quand on est face à des difficultés, face à du rejet aussi finalement, à de l'indifférence. Et donc, voilà, il y a cette question de savoir que... Enfin, on n'a pas envie d'abandonner parce qu'on sait que ça fait du bien aux autres, en fait. Et après, parce que tout simplement, ça reste une aventure qui est complètement passionnante, qui est un peu hors norme aussi, qui t'amène à vivre des choses que tu aurais... Enfin, en tout cas, que moi, je ne pensais pas forcément vivre. Ah bah là, je te prends au mot. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous partager, qui est un moment hors norme dans ces 10 ans? Alors, j'imagine qu'il y en a eu plein, mais là, est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote qui te vient tout de suite à l'esprit, d'un truc hors norme où tu te dis waouh, c'est what the fuck? En fait, pour moi, c'est vraiment surtout les gens que j'ai rencontrés. En fait, le fait d'être dans l'entrepreneuriat, dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement si j'étais restée dans un... par exemple, justement, quand j'étais en recherche d'emploi, je postulais pour des postes très au niveau local, etc. Et finalement, heureusement que j'ai pas été prise, parce que sinon peut-être que 10 ans plus tard je serais encore dans ces postes-là en fait. Donc voilà, c'est plein de gens géniaux. Donc ça veut dire que ton univers professionnel il est entouré de gens géniaux. Il y en a même qui deviennent des amis. Donc ça c'est. Je me sens pas visée. Voilà, par exemple. Je me jette une fleur. La dernière fois je t'en ai donné une, là je me l'offre. C'est ça. Donc non, c'est génial. Du coup, voilà, on rencontre des ministres, des anciens présidents. Voilà, il y a des... Mais est-ce qu'il y a une rencontre vraiment en particulier, là, un contexte que tu pourrais nous partager qui t'a marqué, quelque chose vraiment spécifique
On reviendra sur ces rencontres et tout l'écosystème qui s'est créé autour de ça pour Active Action, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, une histoire vraiment en particulier qui t'a marqué? Et je crois que j'aime pas trop faire ça parce que je trouve que c'est un peu dévaloriser les autres, alors qu'en fait, vraiment, moi, ça me remplit au quotidien, tu vois, les différentes personnes. En fait, c'est sûr que, bon, voilà, on pourrait dire, ah oui, on a fait le petit déj avec François Hollande. Bah, et c'est vrai, c'était super et c'est hyper chouette. On a pu le faire venir voir nos partenaires dans le quartier à Schiltigheim, avec les partenaires avec qui on travaille beaucoup, qu'il a pu rencontrer les habitants. Et c'est sûr que ça, c'est hors norme. Mais en fait, tout comme finalement, quand je vais faire un atelier et que je vais rencontrer une personne avec qui je vais échanger et elle va me donner quelque chose, son point de vue sur quelque chose que j'ai dit et que du coup, je me dis, ah tiens, j'aurais pas pensé, ou vice-versa, en fait. Et donc, en fait, c'est plutôt les rencontres quotidiennes, en fait, moi, qui me nourrissent, pas... Enfin, j'ai pas trop envie de hiérarchiser, on va dire, quoi. Ok. Et juste parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien le sujet, relations amicales aidant, est-ce que c'est juste possible de m'expliquer qu'est-ce qui se passe donc je suis en recherche d'emploi, parce qu'il y a aussi le volet pour les entreprises, pour les institutions, mais quand je suis en recherche d'emploi, je toque à la porte d'Activation. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vis, quoi? Ouais, alors du coup, en fait, on propose des ateliers qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous, donc ça va être entre 2 et 10 participants, soit en physique, soit en ligne, du coup, grâce au Covid, si on peut dire ça comme ça. Et ça va être sur des thématiques différentes, donc ça peut être comment mieux vivre ma période de recherche d'emploi, ça peut être comment lancer un projet pendant cette période-là, mais un projet pro ou perso, ça peut être comment développer ma capacité à pitcher, ça peut être comment développer ma capacité de rebond, enfin voilà, il y a une trentaine d'ateliers thématiques différents qui vont toucher les différents aspects qu'on peut vivre pendant la période de recherche d'emploi. Ça peut être sur l'entrepreneuriat aussi, comment est-ce que je veux lancer mon projet d'entreprise, en tout cas comment je le réfléchis au départ. Et en fait, on forme aussi les personnes à pouvoir créer leurs propres ateliers ou animer les ateliers qu'ils ont envie, pour se lancer un peu un challenge, avoir d'autres rôles que peut-être les rôles qu'ils ont d'habitude dans les différents métiers qu'ils avaient, ou alors lancer des projets citoyens. Et donc, en fait, nous, on n'a pas de... En fait, on va jamais dire, tiens, ça c'est possible ou ça c'est pas possible. Les personnes viennent avec leurs envies, on les accompagne au bout de leurs envies. Qu'elles se concrétisent ou pas, finalement, c'est à la personne d'utiliser ce temps-là pour avoir son propre recul sur l'expérience, quoi. Donc c'est un véritable parcours, en fait, d'un point A, on prend la personne où elle est, par un échange, tiens, voilà mon envie, voilà mon besoin, voilà où j'en suis. Et il y a tout un parcours à travers Active Action pour réaliser cette envie. Et derrière, du coup, vous connectez avec le monde des entreprises pour trouver un emploi, ou votre mission, c'est vraiment de sublimer, de transformer un petit peu cette période où on est, ce qu'on disait, hein, quand on est en recherche d'emploi, on est en difficulté. Comment ça se passe au bout du parcours? Alors, c'est pas un parcours défini comme on a l'habitude de dire, voilà, il faut faire l'atelier 1, puis l'atelier 2, puis l'atelier 3. Au contraire, c'est très libre. Et c'est ça qui est, je pense, notre spécificité, c'est qu'en fait, n'importe qui peut venir toquer à notre porte n'importe quand. Nous, on n'a pas de critères d'éligibilité. Voilà, est-ce que vous êtes assez jeune, ou est-ce que vous n'êtes pas assez diplômé, ou est-ce que vous habitez ici, ou ça. C'est vraiment tout le monde. Et c'est ça notre gros sujet, c'est comment est-ce qu'on, pendant finalement cette période où on peut se sentir un peu vulnérable, on crée aussi de la cohésion sociale entre des personnes qui ne se seraient pas rencontrées forcément autrement. Donc en fait, les gens arrivent et ils peuvent remplir un questionnaire en ligne s'ils le souhaitent, mais aussi ils peuvent juste choisir un atelier et y aller. Alors nous, on fait que du collaboratif, on ne fait pas d'individuel. Au contraire, du coup, pendant les ateliers, les gens vont pouvoir se donner des conseils pour aller vers d'autres structures. Donc nous, notre but, c'est plutôt d'être l'huile dans les rouages. Et pas, on va pas faire de l'orientation classique en disant ça c'est ton problème, donc va là. C'est plutôt te mettre dans un espace où tu vas te sentir assez à l'aise pour dire tiens, moi j'ai envie d'aller là. Ah, on m'a parlé de ça, je vais aller faire ça. Et d'ailleurs, en général, quand on regarde dans nos parcours et quand on regarde un peu les bifurcations et ce pourquoi on est arrivé, souvent c'est des histoires de rencontres en fait. Et donc notre but, c'est de faciliter les rencontres qui vont amener les gens vers leur parcours. Ah, c'est top, parce que moi, période chômage, je me sentais très isolé. J'étais très isolé. Ouais. Alors que je connais plein de monde, mais très isolé quand même. Ouais. Quand les gens autour de nous ne le vivent pas, c'est difficile de savoir. Et puis des fois, on est un peu maladroit aussi. On a envie d'aider, mais on ne sait pas exactement comment le faire. Donc c'est vrai que là, l'idée, c'est de discuter avec des personnes qui vivent la même chose, donc qui savent ce que c'est et qui s'entraident. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pareil, c'est aussi ça qui nous différencie, c'est que finalement, nous, on ne vient pas dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On donne un espace où les gens se rendent compte qu'ils sont capables de le faire. Et ça, c'est complètement différent parce qu'en fait, c'est les gens entre eux qui se donnent des conseils. Et donc, ça veut dire que, en termes de confiance en soi, en fait, on se rend compte que finalement, quel que soit notre statut social, on a quelque chose à apporter aux autres.
Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Hmm. Mais du coup, je me pose une question sur la structure juridique. Du coup, vous avez choisi d'être une association de droit local, Oui. donc Alsace-Moselle, hein, à but non lucratif. Mhm. Pourquoi ce choix, ou du moins pourquoi il n'a pas forcément évolué? Pourquoi pas une entreprise sociale? Ou voilà, est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit c'est vraiment ce type de structure et pourquoi de cette manière-là? Ah ouais, bah, pour moi, ça me paraît évident en fait que notre cœur de métier, la raison pour laquelle on le fait, c'est éminemment associatif. En fait, c'est la définition même de l'association. C'est des gens qui se retrouvent ensemble et qui ont envie de s'aider, de s'entraider, de passer du bon moment. Mais il y a des pactes Et- d'associés dans les entreprises. Pardon? Il y a des pactes d'associés dans les entreprises? Ah non, mais en fait, notre projet est associatif. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais, on a évolué aussi avec les retours des personnes. Et c'est même, je suis même pas vraiment à l'aise en disant les retours des personnes, comme si les personnes, les active acteurs, donc les gens qui viennent aux ateliers, sont différents de nous. En fait, c'est nous. Je veux dire, on a créé ce qu'on avait besoin de nous quand on est arrivé, quand on s'est retrouvé au chômage. Donc en fait, les active acteurs, les active actrices sont partie prenante de l'association. Enfin voilà, il y C'est a votre pas de. tribu. C'est notre tribu. Je sais pas, je réfléchis toujours au terme de communauté. Et du coup, Ouais, c'est ça. parce qu'il y a des connotations négatives autour de l'image d'une communauté, Mm. mais du coup, j'appelle Oui, tribu c'est de la sémantique. pour le côté indien. L'image mentale est forte. Ouais. Combien vous êtes aujourd'hui dans cette tribu ou cette Alors communauté ça dépend. Oui, d'activatrices, activateurs? bah, là, on a à peu près 35 000 participants qui ont participé aux ateliers. Pas mal. Ouais. Bravo. Donc, et après, enfin voilà, après les gens, en fait, à l'instant T, on a une cinquantaine de bénévoles qui sont dans l'association. Après, bah voilà, en fait, le fait d'être bénévole, ça donne plein d'énergie, donc on retrouve aussi du travail derrière. Donc en fait, voilà, c'est enfin, tout le monde ne peut pas rester bénévole Bien sûr. pendant très longtemps. On a des gens qui sont hyper impliqués depuis des années et il y a d'autres personnes qui vont être là quelques mois, etc. Mais en fait, en général, il y a une cinquantaine de bénévoles qui animent les ateliers, qui créent des ateliers, qui créent des communautés. Ok, donc 50 bénévoles et on va rester sur la sphère interne d'Activation. Combien il y a de personnes en interne, de salariés, de On est une équipe. volontaires? Oui, voilà, on est une équipe d'une petite quarantaine. Petite quarantaine. Waouh. Pardon. Non, C'est bravo. énorme. C'est énorme, ouais. Mm. Et comment faire vivre du coup auprès de ces, déjà en interne, hein, au niveau de ces bénévoles, la cinquantaine et ces 40 salariés, le sens dont tu parles qui vous est cher, comment les valeurs d'Activation quelque part peuvent vivre au quotidien, s'incarner à travers autant de monde, parce que 90 personnes au quotidien, c'est énorme. Alors après, bah, pour ce qui est des bénévoles, je pense que ça leur parle forcément parce qu'ils sont là, parce que l'état d'esprit de l'asso leur parle, etc. Donc après, nous, on fait des formations, on forme les bénévoles à nos ateliers, etc. Ils sont accompagnés et tout. Et après, pour la question de l'équipe en interne, on a un processus de recrutement où forcément les questions se tournent beaucoup sur les valeurs, sur le sens, le pourquoi les gens veulent venir travailler au sein d'Activation. Et après, bah oui, c'est sûr que c'est un travail de tous les jours en fait. Hein. C'est comme une entreprise en fait classique. Il y a des enjeux de motivation, de clarté dans la stratégie. Enfin voilà, il n'y a pas de différence finalement entre une association qui a des salariés et une entreprise classique. Donc nous, on travaille beaucoup les questions de management. On travaille beaucoup, par exemple, on a un groupe de travail en interne sur la confiance. Donc comment on crée de la confiance, comment on crée de la confiance entre les personnes qui travaillent régulièrement ensemble, entre les personnes qui travaillent pas forcément régulièrement ensemble. Sachant qu'en fait, nous, on a aussi, on est répartis sur cinquantaine. Donc on a une antenne à cinquantaine salariés. On a une antenne à Strasbourg, à Paris, à Bordeaux, Rennes et Bruxelles. Donc forcément, il faut travailler ces sujets-là à distance, d'autant plus. Donc il faut beaucoup, je pense, parler, mettre un cadre, c'est extrêmement important, le clarifier. Et après, on est aussi toujours... je pense que les entreprises en interne, les débats qu'il y a dans les entreprises en interne sont aussi le reflet des débats qu'il y a dans la société. Donc voilà, il faut aller avec l'énergie du moment et traiter les sujets externes et internes, quoi. Ok. J'ai tendance à dire, est-ce que tu as une clé parmi d'autres, mais une qui te paraît vraiment importante pour, et ça c'est un sujet récurrent ici, hein, cette émission, comment faire pour que l'ensemble des personnes qui participent au projet soient vraiment connectées au sens du projet.
motivé, certes, mais plus que motivé, vraiment connecté au sens profond du projet. On sent bien que c'est un enjeu en entreprise, dans tous les projets. Est-ce qu'il y a quelques clés ou des trucs que tu penses avoir trouvé que tu appliques? Je pense qu'il y a un vrai sujet de cohérence quand on est responsable d'une entreprise ou d'une association. Il faut que la direction soit en cohérence entre le sens qu'elle porte et comment elle l'incarne. Donc c'est vrai que ça demande un travail personnel fort quand même. Et après, voilà, bon, c'est de la clarté, c'est de la cohérence, c'est faire vivre les valeurs au quotidien dans les décisions qu'on prend, c'est bien communiquer dessus. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il peut toujours y avoir des couacs. Et ça, je pense que c'est aussi important de faire comprendre que les directions, enfin, les salariés, en fait, demandent tous aussi le droit à l'erreur, ce qui est complètement normal dans le management. Mais finalement, est-ce qu'on accorde aussi le droit à l'erreur à la direction, etc. Enfin, moi, je pense que c'est des discussions qu'il faut aussi avoir en interne. Et après, maintenant, avec 10 ans de recul, je me dis que il faut aussi accepter en fait que ça fasse pas sens pour tout le monde. Et des fois, c'est aussi une marge de manœuvre et de progression. Et que c'est OK d'avoir aussi des personnes qui sont pas toujours complètement connectées. Parce que sinon, ça veut aussi dire que toutes les entreprises ont du sens ou que tout le monde aurait les mêmes valeurs ou le même sens. Enfin, voilà, je pense qu'il faut aussi accepter que dans la vie, en fait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc et que tout peut pas être parfait, en fait. Et je pense que ça permet aussi de prendre du recul, en fait, sur peut-être les difficultés ou les points de friction et en faire quelque chose de constructif. Mais c'est vrai que, à mon avis, de se donner comme objectif que tout le monde soit aligné pareil, avec la même énergie, la même motivation, je sais pas si c'est réaliste. Tu avais cette tentation au début? Ouais, ouais, forcément. Soyez chaud avec moi dans le projet. Ouais. Mais oui, à fond. Ouais, et puis surtout quand on se lance, quand on a 25-26 ans. Enfin, voilà, normal. Nous, on est au taquet. On a envie que. Et puis, enfin, je pense que quand on est jeune, on voit aussi moins les granularités de la vie. Donc, on y va franco et on comprend pas pourquoi tout le monde est pas pareil que nous, etc. Et puis, en fait, avec le temps, j'apprécie. J'ai appris à apprécier le fait qu'il y ait des différences, en fait. Et que, en fait, ça amène quelque chose autre part que moi je n'aurais pas du tout pu voir ou faire. Et il y a un côté reposant aussi là-dedans, mine de rien, parce que ça veut aussi dire que tout n'est pas sur tes épaules. C'est une phrase que j'ai entendue récemment qui dit vos différences au pluriel font votre différence au niveau de l'organisation. Du coup, la pluralité, la diversité des collaboratrices, collaborateurs que vous avez et que nous avons d'ailleurs dans toutes les organisations font notre différence et de la valoriser, c'est important. Il y a une des valeurs que j'ai lues sur votre site internet qui est la bienveillance, pour se baser là-dessus, puisque c'est une des valeurs aussi de nous tous. Et je me demandais comment, par exemple, cette valeur-là, vous essayez de la diffuser. Alors, tu parlais d'espace de partage, de la confiance entre nous, le droit à l'erreur qui, à mon avis, est connecté à la bienveillance. D'ailleurs, sur le droit à l'erreur, je pense que des fois, moi, pour avoir été dirigeant associatif, il était compliqué pour moi de m'autoriser moi-même à me donner le droit à l'erreur avant de le demander aux autres. Comment, du coup, cette bienveillance et tout ce que ça regroupe se diffuse et s'incarne dans les équipes ouais. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous parce qu'ils veulent aussi travailler dans un environnement bienveillant. Donc il faut quand même prendre le contexte qu'il y a un choix à l'entrée aussi, quoi. Donc je ne sais pas si la méthodologie qu'on utilise en interne marcherait avec tout le monde, mais voilà. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, pour nous, la bienveillance, en fait, c'est partir du principe que la personne ne fait pas ce qu'elle fait par malveillance, en fait. Enfin, voilà, de se dire, bon, il y a peut-être... je vais pas aller à des conclusions hâtives et je vais peut-être, s'il y a un souci, je vais essayer de comprendre, en fait, la personne. Donc ça, c'est quand utiliser la bienveillance quand il y a un conflit. Je pense que ça permet d'apaiser les choses et de faire en sorte que ça monte pas... en fait, finalement, que le désaccord ne monte pas en conflit. Donc ça, c'est beaucoup dans le management. Qu'on l'incarne. Donc on forme en fait nos managers à ça. Il y a des sessions de formation régulièrement en interne auxquelles les gens auxquelles ils peuvent participer. Finalement, c'est aussi ce qu'on vend en externe aux entreprises, le management bienveillant. Et après, je pense que c'est aussi dans les choix au quotidien de se dire, voilà, qu'est-ce
qui va dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général. Enfin, pour moi, dans la bienveillance, il y a quand même... c'est pas que la bienveillance envers l'individu, c'est aussi la bienveillance de l'intérêt général, en fait. Du projet, du projet, voilà, c'est ça. Il y a aussi une forme de bienveillance envers le projet à avoir. Et Qui donc, nécessite un peu de fermeté de temps en temps. qui nécessite un cadre, un cadre clair, un cadre qui est toujours en question, parce qu'en fait, on peut jamais anticiper toutes les situations, mais en fait, le fait d'avoir un cadre clair, ça permet aussi de trancher sur certains aspects. Et d'ailleurs, le cadre qu'on a, il y a le cadre légal dans lequel on s'inscrit, on est une entreprise ou une association employeuse. Et après, nous, ce qu'on explique, c'est que finalement, il y a les besoins de l'individu, il y a les besoins de l'équipe et il y a les besoins de la structure, du projet. Ces 3 cercles. Et en fait, quand on a une décision à prendre, l'idée, c'est de trouver la solution qui est au milieu de ces 3 cercles. Et franchement, dans 90% du temps, c'est le cas. Et quand les intérêts de ces 3 cercles ne cohabitent plus, on va dire, ce qui peut arriver, là, ce qu'on a toujours dit en interne, c'est que dans ce cas-là, c'est les intérêts du projet qui sont au-dessus. Parce que c'est le projet qui nous réunit et c'est ce pourquoi on est là et c'est ce pourquoi on a mis de l'énergie aussi. Voilà. Donc nous, c'est comme ça qu'on l'incarne. Ok. Très clair. Donc, on a par habitude de rappeler, nous, aux entreprises qu'on accueille à nous tous, dans le cadre des opposés ou de l'intégration des opposés, qui était un des éléments de l'émission précédente. La contraste entre, dans la bienveillance, il y a la douceur, le côté de bien veiller, et il y a le côté de fermeture. Et que si c'est trop doux, trop bisounours, je vais abuser sur le terme, ça devient de la complaisance. Si c'est trop ferme dans la bienveillance, eh bien ça devient de la violence. Donc du coup, c'est toujours de trouver un équilibre, un doux équilibre entre le projet, moi et les autres, pour créer un environnement bienveillant. Et du coup, je me demande, est-ce que cette bienveillance, ou plus globalement, du coup, les valeurs d'Activation, sont celles qui permettent, entre autres, d'engager les entreprises à vos côtés, parce que vous avez réussi à fédérer, à engager les plus grands acteurs de l'emploi avec vous, à vos côtés, et puis d'autres entreprises qui vous soutiennent ponctuellement, d'autres régulièrement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est ces valeurs qui donnent envie au départ de travailler avec Activation, ou est-ce que c'est d'autres éléments? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'au départ, oui, les premiers partenaires qui sont venus autour d'Activation, je pense que oui, c'était les valeurs et c'était surtout le discours qu'on portait. Parce qu'encore une fois, il y a 10 ans, parler de santé mentale, des personnes en recherche d'emploi, il y a certaines personnes qui nous disaient, en fait, si vous voulez faire en sorte que les gens aillent mieux pendant le chômage, c'est que vous voulez les inciter à rester au chômage. Voilà, c'était quand même un autre contexte qu'aujourd'hui où, quand on parle de santé mentale, c'est plus accepté, etc. C'est moins tabou, les compétences savoir-être pareil, etc. Donc au départ, je pense en effet que ce sont les compétences, les valeurs d'Activation qui ont amené finalement ce premier cercle de soutien. Ce qui était très intéressant, c'était qu'en fait, c'était beaucoup les gens du terrain qui nous ont soutenus au début. Quand tu dis gens du terrain, c'est des personnes, des assistantes sociales, ou Voilà, c'est ça. des personnes dans l'emploi? Voilà, c'est ça. Ok. Donc des gens qui travaillent directement avec des personnes en recherche d'emploi parce qu'en fait, elles le vivaient concrètement. C'était moins, on va dire, les sphères plus politiques ou plus dans les directions, etc. Donc on a mis du temps quand même à convaincre plutôt ces sphères-là. Et ensuite, après, non, aujourd'hui, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si c'est tant les valeurs... je pense que le fait qu'on incarne nos valeurs et que du coup, voilà, on est cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça, c'est sûr que ça donne confiance en fait à nos partenaires. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement comment dire, l'évidence en fait qu'il faut faire les choses différemment. C'est le sujet en fait qu'on porte qui attire les partenaires aussi. Et l'impact, j'imagine, et aujourd'hui l'impact. quand même, hein. Oui, c'est vrai que pour moi ça paraît c'est le sujet, l'impact, la manière dont on le fait, etc. Et forcément on le fait comme ça parce qu'on a des valeurs et qu'on essaye d'être cohérent. Donc quelque part c'est le cas, mais aujourd'hui, je pourrais pas te dire, ah oui, en fait, il y a telle entreprise qui nous soutient parce qu'elle aime la bienveillance. Tu vois, je suis pas sûre que ce soit aussi direct. Mais par contre, en effet, d'être cohérent et d'être au clair sur nos valeurs, ça nous permet, je pense, d'avoir l'impact qu'on a et d'avoir la crédibilité et la légitimité de faire les choses et de donner confiance et de donner envie à des gens qui, peut-être au départ, sont pas hyper au clair sur le sujet qu'on porte,
de nous soutenir quand même, quoi. Je suis super intéressé de comment ça a démarré parce que je vois bien les gens, et tu l'as expliqué avant, qui s'agglomèrent autour du projet, des gens en recherche d'emploi, et ils avaient besoin de ça finalement, de ces temps de parole, dialogue, d'atelier, de sortir par le haut de cette période de chômage. Mais les entreprises, comment est-ce qu'on les décroche, ces entreprises qui ont envie de s'associer au projet, ou ces institutions, comment ça s'est passé? Alors, bon, peut-être juste pour réexpliquer Active Action comment ça se passe. Donc, au début, on a du coup commencé avec des ateliers pour les personnes en recherche d'emploi. Et en fait, très vite, on a eu des travailleurs sociaux qui ont participé aux ateliers ou qui accompagnaient des personnes qui ont participé aux ateliers. Donc, en fait, qui nous ont contactés en nous disant « Ah ben tiens, en fait, ça m'intéresserait que vous fassiez ces ateliers au sein de ma structure. » Donc ça, c'est comme ça qu'on a développé les premiers partenariats avec les travailleurs sociaux. Donc soit on intervient directement au sein des structures, où ça peut être les missions locales, ça peut être au niveau local, on travaille beaucoup par exemple avec Codico, on a travaillé avec Makers for Change. Enfin voilà, donc les associations, on a apporté notre méthodologie, ou alors on forme les personnes, les travailleurs sociaux à nos méthodologies. Ensuite, en fait, on a quelqu'un de l'Eurométropole de Strasbourg plusieurs personnes de l'Eurométropole de Strasbourg qui ont assisté aux ateliers et qui nous ont dit « Ah ben ça serait hyper intéressant de faire ça, mais dans les quartiers politiques de la ville, enfin les fameux quartiers défavorisés, quartiers dits sensibles, enfin bref, il y a plein de dénominations. » Et donc, en fait, qui nous ont amenés à travailler en fait, dans ces quartiers-là, et donc à fédérer tout un écosystème sur un territoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que nous, on est arrivés de manière... on n'était pas des professionnels en fait, de ces territoires-là. Et en arrivant, on a apporté une autre manière de faire, une autre vision. Et on a toujours beaucoup voulu travailler en complémentarité avec les autres acteurs, notamment les institutions, les travailleurs sociaux. Et on s'est dit, mais en fait, dans le marché de l'emploi, il faut aussi mettre les entreprises dans la boucle parce qu'elles ont une influence là-dessus. Et enfin, nous, si on fait en sorte que les gens aillent bien, mais qu'en fait, ils arrivent à leur recrutement et que le recruteur soit leur répond pas ou alors les fait sentir nuls, etc. Qui comprend rien. Voilà, notre travail va pas servir sur le long terme, en fait. Donc, c'est vrai que pour nous, ça faisait sens tout de suite de travailler avec les 4 grands acteurs du marché de l'emploi parce qu'on a toujours eu une vision très systémique des choses, quoi. Enfin, c'est pas nous, juste avec ce qu'on fait auprès des personnes en recherche d'emploi, qu'on va changer le système. Et c'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est la mentalité, c'est la manière dont on design les politiques publiques d'accompagnement vers l'emploi qu'il faut changer et la manière dont on recrute. Donc, on a vraiment ces 4 axes-là. Donc finalement, pour les travailleurs sociaux, ça a été très naturel parce qu'en fait, ça répondait à un besoin que les travailleurs sociaux avaient. Pour les institutions publiques, finalement aussi, même si on a quand même dû montrer qu'on se positionnait vraiment comme un acteur complémentaire, que l'idée c'était de créer des synergies entre les acteurs au niveau des territoires. Et d'ailleurs aujourd'hui, on nous demande presque plus d'intervenir pour créer des synergies entre les acteurs locaux sur un territoire que juste pour les habitants. Enfin, en tout cas, du coup, on a cette double casquette aujourd'hui. Et les entreprises, donc là, pour les entreprises, nous, on a 2 manières de travailler avec les entreprises. Il y a la première où les entreprises nous soutiennent avec des subventions, enfin avec du mécénat. Et donc là, il faut répondre aux appels à projets, il faut aller au jury. Voilà, franchement, c'était hyper difficile au début parce que le sujet parlait pas du tout aux entreprises. Elles avaient une vision très différente de celle qu'on portait. Par contre, en 2018... par contre, ouais, on est allé beaucoup dans des incubateurs. On s'est beaucoup fait accompagner. Donc ça, déjà, je pense que ça nous a beaucoup aidés. Et en 2018, je suis devenue fellow Ashoka. Donc Ashoka, qui est une structure internationale qui qui soutient les innovateurs sociaux. Et donc ça, c'était un processus qui était assez long. Donc c'était quasiment 1 an d'interview. Donc en fait, on a pu beaucoup rentrer dans le sujet, dans pourquoi on faisait les choses, etc. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai été fellow, et donc derrière il y a une crédibilité qui ouvre des portes. Donc les entreprises ont moins peur de soutenir tout ça, et concrètement ça a été un point de bascule parce que expliquer ce qu'on fait avec Active Action en 5 minutes de pitch, c'est trop peu en fait, parce que c'est... on peut le sentir déjà sur cette émission. Voilà, c'est ça, là on n'ouvre que des petits tiroirs. Voilà, c'est ça. En fait, on ne fait pas que accompagner des personnes en recherche d'emploi. Il y a vraiment toutes les valeurs qu'on porte derrière, toute la vision, etc. Donc en fait, il nous fallait finalement ce temps d'explication. Et donc à partir de là, ça a été beaucoup plus simple pour les entreprises. Et encore aujourd'hui, les entreprises qui nous soutiennent, en général, c'est des entreprises qui nous laissent le temps d'expliquer pourquoi on fait, qui ont envie de comprendre, qui sont intéressées par les sujets et pas que par la question de juste le retour à l'emploi.
Et après, la deuxième manière dont on travaille avec les entreprises, c'est plutôt via de la prestation. Donc, nous, on est organisme de formation et on fait de la prestation donc de formation ou de conseil sur comment recruter de manière inclusive et constructive. Et d'ailleurs, on a lancé une étude il y a pas longtemps qui montrait que 93% des gens avaient vécu une expérience de recrutement négative. Donc ça veut dire quasiment toutes les personnes qui, à un moment donné, recherchent un emploi, vivent une expérience qui peut être déstructurante. Et donc on a tous les chiffres sur comment une mauvaise expérience de recrutement fait perdre confiance en soi, fait perdre confiance dans les entreprises, fait perdre confiance dans la société. On a même 36% des gens qui nous ont dit vouloir s'investir dans la société et suite à une mauvaise expérience de recrutement, y renoncer. Donc c'est énorme en fait, c'est plus d'un tiers des personnes qui, si elles ne se sentent pas respectées pendant les process de recrutement, se désinvestissent en tant que citoyens. Et donc pour moi, c'est un vrai sujet sociétal aussi là-dessus. Donc on travaille aussi avec les entreprises sur ces sujets-là en fait. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises se rendent bien compte qu'il y a un enjeu démocratique aussi de confiance en fait. Si les individus n'ont plus confiance dans les entreprises, en fait, forcément, elles sont moins impliquées, c'est plus difficile de recruter. Et donc aujourd'hui, comme il y a des enjeux de recrutement, les entreprises sont aussi plus à même de réfléchir, d'avoir envie de collaborer avec des structures qui ont un autre prisme d'action, quoi. En tout cas, ce que j'entends, c'est aussi par rapport à la question des entreprises, c'est le fonds pour la construction de partenariats durables, c'est à la fois la vision, le projet, mais aussi les valeurs. Parce que cette construction, enfin, la manière dont vous travaillez, pour l'avoir vécu moi en tant que partenaire aussi, c'est toujours ça se voit d'ailleurs, ça fait à peu près 9 ans que je suis en lien avec toi et Fabien, donc c'est cette construction de partenariat durable et je pense que effectivement, le sens, la cohérence et les valeurs font que le terreau est fertile pour pouvoir avoir un jardin, un beau jardin. C'est ça. On va passer maintenant à une partie un peu plus personnelle, de savoir qui tu es. Et pour commencer, on a un petit jeu qui est le jeu des archétypes. Et du coup, je t'invite à prendre une carte, la main innocente que tu souhaites. Et du coup, il y aura une image. Eh bien, écoute, c'est la visionnaire. Donc, tu as tiré la visionnaire. Du coup, je trouve ça très intéressant. Je suis sûr que tu n'avais que la même carte fois 30. Ah non, c'est pas vrai. Et non, il n'y a que des... Donc, c'est la visionnaire. Comment cela résonne pour toi à cet instant sur ce qu'on s'est partagé déjà et qui, à mon avis, introduit très bien le chose, puisque la mission même d'Active-Action, c'est de construire ensemble le monde du travail de demain. Donc, Oui, j'ai l'impression que le mot vision est arrivé plusieurs fois dans la conversation. Donc oui, moi, ça me parle beaucoup. L'aspect vision, vision, je le vois, je la lie beaucoup à valeur, cohérence temps long, c'est ce que tu disais, c'est regarder loin, et c'est faire sens en fait pour moi. La vision, c'est de se dire, on regarde loin, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui fait sens, et du coup après, il faut travailler le chemin pour y arriver, quoi. Tu arrives encore aujourd'hui à regarder loin, parce que tu as regardé loin à un moment donné, au moment où il fallait mettre en place tout ça, mais est-ce que tu arrives à continuer à garder, et je trouve que c'est un vrai enjeu aussi de réussir à garder cette idée de toujours avoir son regard au loin. Ouais, et ça c'est, je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, d'association, tu as le droit de le dire. Ouais, non mais parce qu'en fait, fais-toi plaisir. Non, mais c'est parce que des fois en fait les gens, quand on dit dirigeant d'association, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les associations, il y a que des bénévoles en fait, et donc voilà, c'est toujours difficile de savoir comment, quel terme utiliser, mais en effet c'est comme une entreprise. Je pense que ça c'est un vrai enjeu en tant que dirigeant, de savoir quelle place on veut avoir. Et donc il y a eu un moment donné en effet où finalement moi j'étais aussi devenue plus gestionnaire, et en fait j'ai connu ce moment. Ouais, c'est celui qui m'a foutu dedans. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un vrai sujet de quelle place on veut avoir et comment finalement et quelle place on peut avoir, quelle place on se laisse le droit d'avoir. Enfin voilà, c'est un vrai sujet. Ça a été aussi pendant un an ou deux, ça a été compliqué. Les mains dans le cambouis du quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, alors il y a un côté très très sympa parce que tu es dans l'action, tu fais des choses très concrètes, etc. Mais c'est vrai que on parlait avant de comment est-ce qu'on crée du sens aussi pour les salariés, pour embarquer les gens. Il faut être connecté à ce qui nous fait sens aussi. Et donc
si on est que dans les mains dans le cambouis, alors que de base, on est plutôt quelqu'un qui aime regarder loin, ça peut créer un peu des tensions. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, là-dessus, moi, l'expérience que j'en ai, c'est d'accepter de s'entourer d'autres personnes qui vont amener autre chose et lâcher prise aussi sur le quotidien, laisser d'autres personnes faire mieux que nous. Alors, dans ces petites cartes de Caroline Myss sur les archétypes, il y a toujours une ombre et une lumière. Et là, il y en a une dans l'ombre, un indicateur, c'est de compromettre sa vision pour la rendre un peu plus acceptable. Est-ce que c'est un moment dans le chemin, tu as expérimenté ça, ou c'est peut-être ce que tu disais avant, c'est des partenaires qui viennent te dire, ouais, mais est-ce que vous n'allez pas un peu compromettre ou dégrader un peu cette vision pour que nous, on puisse s'engager, ou comment est-ce que ça a été vécu à un moment, même toi intérieurement, ou pas? Oui, en fait, au début, comme je vous le disais, mais d'ailleurs, des fois encore aujourd'hui, mais tout le monde ne voit pas, enfin, ne comprend pas la vision ou n'est pas d'accord là-dessus. Donc, bon, alors pour les gens qui ne sont pas d'accord, bon, clairement, ça c'était. Il n'y avait pas de sujet, on ne travaille pas avec les personnes qui ne sont pas d'accord, on va discuter avec elles. Ça, il n'y a aucun sujet, mais bon, je ne vais pas essayer de convaincre quelqu'un qui a une vision complètement différente de la société ou qui a des valeurs complètement différentes. Par contre, après, il peut y avoir des personnes qui ne voient pas l'intérêt tout de suite, etc. Donc là, c'est de trouver les bons mots, en fait. C'est beaucoup, je trouve, sur la question de vision, c'est vraiment beaucoup de la communication. Mais pas dans le sens comme pour faire joli, etc. Enfin, des fois, le mot comme a des connotations négatives, mais c'est vraiment la vraie communication de vraiment trouver les intérêts communs, quoi. Pour moi, c'est ça la communication, en fait. C'est faire en sorte. Enfin, on est des gens différents, on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Grâce à la communication, on arrive à s'entendre et à faire quelque chose, quoi. Et donc. Créer un puzzle. Voilà, c'est ça. Un patchwork où chacun trouve sa place. Ouais, c'est ça. Et donc, en effet, ça, c'est un vrai travail et qui est des fois compliqué, justement, quand on a une vision hyper claire et hyper évidente. Moi, je sais que j'ai dû beaucoup apprendre là-dessus, parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement clair et tellement évident que quand les gens ne comprenaient pas, je ne comprenais pas pourquoi ils ne comprenaient pas, quoi. Mais bon, ça, c'est très, comment dire, c'est très arrogant de ce genre d'attitude. Donc, finalement, tant mieux qu'il y ait... Passionné aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Un soupçon d'arrogance, des fois, ça arrondit les angles. On y va. Arrêtez de nous emmerder. Je te laisse la carte et je fais du coup la transition vers Cédric qui va animer un petit peu cet aspect sur le portrait de l'entrepreneur que tu es et puis de l'humain en fait aussi. C'est ça. Et ça me faisait penser à notre invité précédent, Steve, qui nous expliquait qu'il y avait des choses des charges qu'on comptabilise pas dans une entreprise et que des fois, si on les comptabilisait, il y a des investissements qu'on ferait. Alors, il pense à la formation pour éviter que les gens partent, pour éviter le turnover. Mais ça me fait penser à ça quand on parlait de la bienveillance tout à l'heure, ce côté... en fait, j'ai l'impression que la bienveillance, ça rapporte gros, même si ce n'est pas l'objectif à la base, mais j'ai l'impression que ça, financièrement, même si on pouvait le chiffrer, j'ai l'impression que ça rapporte. Non, mais c'est possible. Pour ceux qui aiment bien la calculette, etc. Alors, vu qu'ils font des formations, je pense qu'elle peut même te donner le chiffre. Ah, c'est vrai? Je tape dans le mille en disant ça, je vais attaquer mon affaire. Des formations du management bienveillant, donc du coup, on peut y mettre un chiffre, j'imine. Ouais, c'est ça, non? Enfin, sur la formation, c'est ça, la partie combien ça coûte? En tout cas, alors moi, je pourrais pas donner les chiffres parce que les chiffres, c'est pas mon truc, mais par contre, il y a quand même énormément d'études qui disent que les équipes les plus productives, c'est les équipes où les gens sont bienveillants ou sont gentils. Sur le long terme aussi, c'est ça, il y a une notion de long terme. Ok, je vais dans mon sujet. Ma mission, c'est toujours un petit peu d'aller au-delà du projet, etc. Et puis de rencontrer aussi la personne. Et alors, autant le dire, pour toi, j'étais en galère. Il y a trop d'éléments. Il y avait beaucoup de trucs. On m'informe que t'aimes bien, t'as une passion pour le vin et les vignes. Moi, je dis, trop bien, on va en parler. Après, on me dit que t'as traversé la France en autostop. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est? On va en parler. Qu'est-ce que le côté, t'es une cavalière, donc, et t'es même en mode haut niveau. Championnat. Voilà. Non, enfin, tout est relatif. C'est... Un peu d'arrogance. Vas-y. Oui, je suis au championnat de France, tu peux le dire. Open de France, c'est ça? L'Open de France, oui. Ouais, là, on va un petit peu rapidement explorer tout ça, mais... et j'ai tendance à dire, mais je savais même pas par où commencer. Alors, est-ce que là, parce qu'il y a de l'actu là-dessus, sur le côté cavalière, championnat de France, etc., tu nous racontes 2 secondes là ce que tu vas vivre?
En fait, je fais de l'équitation depuis que j'ai 9 ans. Pour le coup, d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le management. En tout cas, quand on veut être dans le respect de l'animal et qui n'a pas du tout la même manière de communiquer, ben, ça aide beaucoup pour être dans le respect des êtres humains qui n'ont pas la même manière de communiquer. Donc ouais, c'est une passion depuis... Tu me vois en cheval. Tu dis ça. Plutôt un âne. Couleur, je J'essaie de me transformer. Et donc, bon, j'ai la chance d'avoir un cheval depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que je partage ma vie avec Roméo, qui est arrivé de manière complètement impromptue dans ma vie du jour au lendemain. Et donc, voilà, on est un groupe de copines qui aimons beaucoup faire de l'équitation ensemble. Nos chevaux s'entendent très bien. Et voilà, on s'est lancé un peu un challenge. Et donc, on a été qualifiés en individuel et en équipe pour les championnats de France d'équipe fun et de spécial PTV. Donc, ça, c'est très chouette comme aventure humaine et relationnelle, quoi. Alors j'avais la question de dire dans quelle mesure ça connecte ça avec justement ton projet, le côté pro et tout ça. Mais en fait, tu y as répondu. Et je ne l'avais pas vu, je m'étais dit, cette question, elle est un petit peu bizarre, peut-être, l'équitation et puis activation, rien à voir. Et en fait, ça connecte avec la notion aussi de comment traiter les autres. Quoi. Ouais. Okay. Et, non, mais on pourrait faire une émission entière sur l'équitation et le management. Je vais me le noter. L'équitation. Et le côté... moi, je galère un peu avec ça, je ne sais pas vous comment c'est, mais à avoir plein de passions. Plus ma vie avance, moins j'ai de passion. Je sais pas si c'est... Enfin bref. Oh. Hein, toi, tu arrives à garder ce côté mon projet pro qui te passionne clairement, mais en même temps des passions très très fortes, là, comme l'équitation, vu le niveau que tu as, forcément, tu investis beaucoup de temps, ça te passionne, j'imagine. Comment tu arrives à garder toutes ces passions en même temps ? Je pense que c'est même... en tout cas, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je réinvestisse plus mes passions pour pas que mon identité devienne le projet, quoi. Parce qu'en fait, il y a eu un moment donné dans ma vie, en fait, les gens me parlaient que d'activation. Et j'étais que ça. Et puis finalement, en fait, ça te prend tellement d'énergie, de charge mentale, etc., que tu ne fais plus que ça. Et finalement, ça a été le même déclic que quand je me suis lancée dans l'activation. À un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une partie de mon identité que j'aimais plus, que je prenais plus autant de plaisir, et là je me suis dit bon là il faut faire quelque chose. Et donc au contraire, je pense que le fait d'avoir beaucoup de passion à côté, ça nourrit énormément le projet aussi, et ça me permet, peut-être d'ailleurs pour répondre à une des premières questions que tu avais posées, c'était qu'est-ce qui permet d'être résilient et qui permet de continuer, finalement c'est aussi d'investir d'autres champs et de pas être que ActiveAction. Ouais. Ça serait presque un conseil à donner à ces entrepreneurs qui eux, c'est leur entreprise, quoi. Corps et âme, quoi, d'une certaine manière, et il n'y a pas grand-chose qui existe à côté, quoi. Ouais. Je pense que des fois, ça peut être... en termes d'équilibre, on a tellement de choses à gérer quand on est entrepreneur. Et encore une fois, moi, je suis vraiment hyper admirative des gens qui le font seuls ou des petites entreprises, etc. Je pense qu'on se rend vraiment, vraiment pas compte de tout ce qu'ils portent. Moi, je pense qu'on est extrêmement chanceux parce qu'on est plusieurs, parce qu'on a été reconnus, etc. On est beaucoup soutenus, etc. Mais les entrepreneurs vivent des choses que beaucoup de gens ne vivent pas, en fait, et auxquelles ne sont pas confrontés, des dilemmes éthiques, des dilemmes moraux, une forme d'injustice aussi des fois, parce que tout se passe pas, tout n'est pas toujours designé pour eux, etc. Encore une fois, je parle des petites entreprises, et donc ça veut dire que ça vient beaucoup solliciter l'être humain qu'on est et comment on s'est construit, etc. Et donc je pense que le fait d'investir d'autres champs, de pouvoir se laisser la liberté d'être aussi quelqu'un d'autre à côté, ça permet aussi d'être peut-être aussi plus à même de rester, de garder son calme dans toutes les situations et de faire face aux épreuves, quoi. Ouais. Et du coup, j'enchaîne sur un autre coup de magie que tu as mis en place. Je pense qu'il faut être créateur de la magie dans sa vie. Et donc toi, tu t'es lancé en autostop. Allez, zou. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Comment est-ce qu'on se dit, je vais crapahuter en France en faisant de l'autostop ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai jamais osé, moi, faire ça, donc je suis très intéressé. Parce que j'ai dû faire Strasbourg-Mundo. Et encore. À moitié à pied, quand même. Alors, comment ça s'est passé ?
Je sais plus exactement, j'en avais déjà fait un petit peu, j'avais fait la Madjack, donc qui est une course en stop. J'avais fait un petit peu de stop, un petit peu en Irlande avec une copine et j'ai la chance d'avoir une amie extraordinaire, avec qui on s'est lancé ce défi. En fait, on est quasiment sur un coup de tête, on est partis, il y a 3 ans, on a fait Strasbourg-Biarritz en stop. C'était hyper chouette et donc l'année dernière, on a fait Lille-Perpignan. C'était encore, c'était très très chouette aussi. Et puis donc cette année, on s'est dit on va faire la 3e diagonale. Donc on a fait Brest-Nice. Et là, pour le coup, quand on parle de magie, là, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement magique dans toutes les rencontres qu'on a eues. Tous les jours, il y avait des choses improbables qui se passaient, des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, des gens qui faisaient des détours pour nous, des gens qui nous offrent des cadeaux, des gens qui nous invitent à manger chez eux, qui nous invitent à dormir chez eux, qui nous font partager leur quotidien. On a rencontré... Je vis ma vie en autostop, quoi. Ouais, mais vous n'avez pas eu de mauvais exemples, parce que moi, le premier truc que j'ai, c'est la peur qui m'angoisse et qui me dit, qui m'empêche d'y aller, parce que je me dis, je vais me retrouver avec des malades qui vont... Enfin, je sais pas. Et alors c'est peut-être un biais cognitif, mais me dire en plus 2 femmes... Alors, déjà, moi, en tant qu'homme, je me sentirais pas à l'aise. Peut-être c'était tout un tas de billets derrière, hein, mais il n'y a pas eu de mauvaise aventure? Non. Waouh! Non, il y a eu... En 3 diagonales. En 3 diagonales, il n'y a eu aucune mauvaise aventure. Incroyable. En fait, franchement, le seul truc un peu négatif qu'on aurait pu dire, c'est transformé dans, je pense, l'histoire la plus improbable de toutes ces 3 années de stop. Là, on peut pas la zapper. Là. Celle-là, on l'a vu aussi, c'est possible. La plus incroyable. Ouais. En fait, moi, on arrive dans un petit village qui s'appelle Aubigny-sur-Ner, qui est, pour la petite histoire, qui a été écossaise pendant 250 ans. Donc, c'était très intéressant. Et donc, on est resté un petit peu longtemps faire du stop. Donc, on reprend le stop plutôt vers 19h, 19h30, ce qui est quand même relativement tard parce qu'on fait ça sans passer par les autoroutes. Donc, on n'est que sur les départementales. Donc, c'est pas des routes très utilisées non plus après certaines heures. Et donc, on fait du stop. Il y a quelqu'un qui s'arrête et qui nous dit vous voulez aller où? Alors on dit soit on cherche un endroit où à dormir à Aubigny-sur-Ner, soit on veut aller vers Vierzon. Et donc la personne nous dit ok, restez là, ne bougez pas, je vais vous trouver quelqu'un. Donc on s'est dit on attend. Et en fait on a attendu 40 minutes et la personne n'est pas venue. Et en fait il y a quelqu'un dans la rue qui nous a vus, qui a discuté avec nous et qui nous a dit venez. Et en fait il s'avérait que c'était la gérante de l'hôtel-restaurant de la ville et qui nous a hébergés. On a fini à manger avec eux dans les cuisines jusqu'à pas d'heure. Boire du bon vin, j'imagine. Boire du bon vin, j'allais dire. Moi j'en pouvais plus, j'arrivais plus à manger tellement c'était bon et c'était super le petit-déj le lendemain, etc. On a hyper sympathisé avec eux. C'était une famille extrêmement accueillante. Et en fait, donc le 14 juillet, on fête pas la prise de la Bastille, mais l'amitié franco-écossaise là-bas. Donc on y est retourné, donc on les a revus. Là-bas, on a rencontré des gens qu'on a recroisés à la fête de la bière à Munich 3 mois plus tard. Voilà, donc le truc complètement... Le monde est petit. Voilà, c'est magique. Ça, quoi. Et magique. Ah, trop bien. Ça me rappelle l'interview, pour réagir aussi à ce que tu disais. J'ai fait une interview d'une personne qui avait fait le tour du monde en roulotte. Donc vraiment la roulotte, quoi, et en plus avec sa famille. Donc c'était pas juste j'y vais, j'ai en l'occurrence le couple et les enfants, quoi. Et ils étaient choqués à quel point il y avait de la bienveillance partout dans les pays. Ils sont passés est, ouest, enfin c'est vraiment des pays où toi on te les montre sur la carte, tu dis oulala, c'est danger, quoi. Et en fait, bienveillance, accueil, partage, le truc. Et en fait, eux, ce qu'ils comprennent plus aujourd'hui, c'est que nous, on a tellement peur de certains points sur la carte et tout ça. Et eux, ils ont vécu autre chose, rien à voir. Ouais. Et voilà, donc et ça, c'est quelque chose qu'on peut jamais t'enlever. Ouais. Enfin, tu vois, je veux dire, ça te donne une force et une énergie qui est, quand tu vis des expériences comme ça, c'est quelque chose qui te construit aussi. Et, oui. Et vraiment, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça nous fait rencontrer des gens avec lesquels, des fois, on n'est pas d'accord, quoi. On a eu des discussions avec des personnes, concrètement, je pense qu'on ne vote pas du tout les mêmes personnes, on vit pas nos vies pareilles, mais par contre, tu es relié sur la solidarité et sur l'envie de partager et d'être... et ça, je pense que c'est très fort et qu'on en a vraiment besoin aussi de nos jours, de voir qu'en fait, on peut être relié avec des gens avec qui on n'est pas d'accord sur pas mal de choses, quoi. Ouais. Et quand même, pour la petite histoire, on a rencontré donc des charpentiers qui étaient dans des collectifs autogérés, des infirmières, des nonnes tibétaines. On a aussi dormi chez un grossiste en sex toys. Il y a eu... non, mais c'est vraiment des choses improbables. Ça fait un peu peur quand même, mais ok.
Et on est quand même, on a eu quelqu'un qui nous a pris qui était gardien de prison et quelqu'un qui avait été condamné pour trafic de drogue et qui s'était reconverti en tant qu'agriculteur. Donc, Les champs de pavots. C'était des courgettes et des poires. Mais voilà, donc c'est extrêmement intéressant en fait de voir tout ce qui constitue en fait la société, quoi. Ouais, j'allais le dire avant quand on parlait déjà un peu de ce sujet de la mixité, quand on parlait de la recherche d'emploi, les ateliers, on peut se retrouver avec des gens très différents. Moi, c'est pour ça que j'aime les clubs de sport, notamment le club de foot où il y a tout. Et il y a tous les profils, machin, et ça j'aime trop. Et il y a trop. Il y a encore de la passion du coup. Ah, ouais. C'est ça. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de lieux comme ça. Il y a presque pas de lieux où on peut rencontrer des gens différents. On est souvent, malgré nous, bloqués dans des cercles assez étriqués, assez petits finalement. Enfin bon, bref. Mais je suis totalement d'accord. Et c'est exactement ça, pour ça que Active Action a cette forme-là et que voilà, le stop me remplit d'énergie, quoi. Et que tu es d'ailleurs dans l'émergence d'un autre projet qui est le projet du tiers-lieu. Mais tu allais sûrement sûrement y venir parce que c'est le point direct de créer des espaces dans la zone rurale, du coup. Ouais, parfait. Allons sur ce sujet-là. Et puis, je te donne une invitation. On fait l'autostop ensemble une fois. On est ouais, génial. Allez. Je m'engage pas face à la caméra. J'ai pris mon courage pour venir ici. Du coup, pardon, le projet de tiers-lieu, est-ce qu'on peut en parler? On est encore dans des trucs de magie, là. Ouais, en fait, j'ai la chance d'hériter d'une grange. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir en faire un lieu qui va pouvoir accueillir tous les gens géniaux qu'on a rencontrés pendant tous ces voyages. C'est où en Alsace? C'est à Berbitten. Donc, un petit village sur la route des vins. Ah. Il y a d'autres raisons. J'ai peut-être un peu. On y retourne. J'ai réagi trop vite. C'est peut-être notre destination d'autostop. Mais voilà, allez, là-dessus, je m'engage. Allez, parfait. Génial. Et je vous accueillerai avec grand plaisir avec du bon vin. C'est signé. Et donc, oui, l'objectif, c'est de créer aussi un peu des chantiers participatifs autour de ça pour rénover la grange, faire se rencontrer donc, des gens du coin, mais pas que du coin. Et notamment, j'aimerais pouvoir en faire une résidence artistique où des artistes étrangers pourraient venir faire valoriser les savoir-faire locaux et créer des ponts finalement comme ça entre la culture locale et la culture, on va dire, internationale, parce que je pense qu'il y a énormément encore une fois, beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous éloignent, quoi. Ouais. Je pense que ça aussi, réussir à travailler ensemble sur un projet type rénovation. Moi, je suis sûr que moi j'aime trop les journées de chantier chez les copains et de ça, alors que je suis pas super bricoleur. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont demandeurs et qui vivent des trucs de fou, quoi. Ouais, d'ailleurs justement l'année dernière j'étais en vacances chez un ami et du coup je suis allée aider des amis à lui à refaire leur maison en paille d'ailleurs. C'était extrêmement intéressant parce que c'était des constructions que je connais pas du tout et donc ça permet de voir plein d'autres choses et de participer en fait à construire un lieu aussi. C'est assez magique, ouais. Pardon, vas-y. J'allais dire, oui. C'est le sens d'un autre projet, de construire ensemble. C'est peut-être le lien dans tous tes projets. Ouais. Construire ensemble, que ce soit un tiers-lieu, que ce soit un projet d'autostop, que ce soit Activation, les métiers de demain. Et justement, je vous invite je nous invite à découvrir la capsule de Bernard Maufra, fondateur de Smart Group, sur l'enjeu, c'est le projet. Peut-être que le point de blocage le plus important dans votre projet, c'est vous. Ça veut dire que peut-être que le point de réussite le plus important dans votre projet, c'est vous quand vous lâchez prise. Et quand vous mettez à la place de l'enjeu de vous-même, l'enjeu du projet. Bonjour, je m'appelle Bernard Maufra, je suis consultant en communication. Je suis également le fondateur d'une approche qui s'appelle Smart Group. Et dès que vous pensez la situation et les choses à partir du point de vue où c'est le projet qui vous a choisi, le projet il n'est pas idiot, donc s'il vous a choisi, c'est que vous êtes la bonne personne. Et donc à partir de là, laisser l'enjeu au projet est beaucoup plus facile. Sinon, c'est vous qui vous retrouvez avec la pression, qui vous retrouvez avec le stress de y arriver, pas y arriver, etc. Je sais que j'ai mis l'enjeu au bon endroit, parce que j'arrête de me poser des questions égocentrées.
J'arrête de me demander est-ce que je suis assez intelligent, est-ce que j'ai assez de cœur, est-ce que j'ai assez de volonté, est-ce que j'ai assez de capacité. Les questions que je me pose, c'est comment je vais faire quelque chose de bien pour mon projet, avec ce que j'ai à ma disposition. Dès que des personnes arrivent à se mettre dans cette dynamique, elles remarquent tout de suite qu'elles gagnent de l'énergie, elles sont davantage détendues, la qualité relationnelle s'améliore et, comme par hasard, c'est comme si la matière autour devenait davantage apaisée ou sécurisée et les choses se mettent à fonctionner beaucoup mieux. Et le plus étonnant, c'est que même dans les projets avec une réalité marchande ou économique importante, les fruits économiques viennent beaucoup plus facilement dans ces conditions-là. Et puis quand on voit l'itinéraire des gens qui réussissent, petit à petit, l'enjeu se déporte sur le but, sur l'intention, sur les objectifs, donc sur le projet. Et tout le travail à faire dans cette prise de conscience de cette notion de l'enjeu, c'est le projet, c'est gagner du temps et pas attendre 10 ans de comprendre tout ça et profiter tout de suite de la possibilité de regarder les choses, non pas à partir de son point de vue, mais à partir du point de vue du projet. Des fois, la raison pour laquelle on lance un projet, ça peut être l'ego, et finalement, heureusement. Enfin, voilà, moi, si je regarde dans mon cas, finalement, quand je dis, ouais, il y a une forme de résignation, un peu de colère, finalement, est-ce que c'est pas aussi un peu l'ego qui dit, bah non, mais j'ai pas envie que les choses soient comme ça, je veux qu'elles soient différentes. Donc, il y a ce côté plutôt sain, on va dire, de l'ego. Et ce qu'il dit quand il dit, voilà, l'enjeu, c'est le projet et pas l'ego, c'est en fait, finalement, comment est-ce qu'on transforme ça dans le parcours qu'on a. Comment est-ce que finalement l'énergie du départ, on la transforme pour en faire quelque chose de plus collectif. Oui, ça résonne beaucoup avec le parcours qu'on a eu ou que j'ai eu à titre personnel. Et c'est peut-être aussi comment mettre son ego au service d'un bien commun, de l'intérêt général. D'autant plus marquant que tu es dans une association avec un but pour les autres, comme moi j'ai pu l'être, comme tu l'es sur Radio Arc-en-Ciel au final. Complètement. Donc oui, je pense que l'ego aussi a sa place. Ouais. Est-ce que comment pour toi, en tant que cofondatrice et directrice, justement, comment trouver cette juste place de l'ego au service du projet et peut-être aussi éviter ce que tu disais avant, à très juste titre, l'écueil de je deviens le projet ou donc tu parlais de certaines techniques, mais est-ce que tu as une petite recette pour toi pour qu'on évite de t'identifier projet comme moi j'ai pu m'appeler à un certain temps Makers for Change et plus Cédric. Les gens m'appelaient comme ça. D'ailleurs, c'était la semaine dernière, c'est revenu. Une ancienne partenaire qui me revoit, que vous connaissez aussi, et qui me dit et qui me présente en disant tiens, Cédric, c'était Makers for Change. Donc là, c'était au passé. C'était déjà l'évolution, mais elle m'a remis là-dedans. Donc, si ça t'arrive, est-ce qu'il y a des recettes pour replacer le projet au bon endroit et dire c'est pas moi, même si j'incarne son énergie? Je pense déjà, il faut assumer qu'il y a une partie de soi qui est le projet. Ça, je pense que c'est impossible de dissocier les deux. Par contre, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est se dire, en fait, on peut choisir la place que ça a et comment le faire. Mais je pense que c'est indissociable. En fait, ça nous habite, c'est les convictions qu'on est, c'est ce qu'on porte, etc. Mais du coup, je pense qu'une fois qu'on est au clair là-dessus et qu'on ne culpabilise pas ou qu'on a un rapport sain finalement avec la place du projet, c'est plus simple en fait de choisir cette place-là et de faire autre chose à côté et d'avoir la bonne place dedans. Et après, je pense qu'il n'y a aucun projet qui est individuel. En fait, on valorise beaucoup certaines personnalités, etc. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas réussi à faire quelque chose seul. Et ça, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment cette image du leader, quoi. Et d'ailleurs, généralement, c'est un leader homme. Donc déjà, si on fait pas partie de ce stéréotype-là, ça crée aussi pas mal de doutes ou de questionnements, etc. Et donc peut-être que c'est ça aussi qui est peut-être plus facile aussi dans mon parcours, c'est que finalement, grosso modo, aujourd'hui, je ne fais pas partie du stéréotype principal de ce qu'est un leader quand on voit les choses. Bon, après, le monde a beaucoup évolué là-dessus, hein. Il y a beaucoup de femmes maintenant leaders, etc. Mais peut-être que déjà ça, c'était aussi un avantage parce que de toute façon, il fallait
créer sa propre voie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rôle modèle en fait à l'époque. Et donc là aujourd'hui, ça c'est quand même vraiment très intéressant, et notamment dans l'économie sociale et solidaire, où je trouve qu'il y a un vrai débat sur la place du fondateur ou des cofondateurs. La Et place pas les cofondatrices. et des cofondatrices, bien sûr. C'est sûr. Et donc, et de la santé mentale des individus, des dirigeants, des dirigeantes. Et donc ça, je pense que ça aide. À mon avis, il n'y a pas de recette miracle, en fait, mais je pense que le fait d'en parler, ça permet déjà de prendre conscience que, ah bah tiens, quand je sens un point de friction en moi, en fait, c'est peut-être ça, et donc d'aller réfléchir soi-même, de se poser vraiment les vraies questions de pourquoi on fait ce projet-là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, c'est quoi les autres aspects de ma vie qui me nourrissent. Donc, en fait, c'est des réflexions très individuelles, mais encore une fois, je pense que les réflexions individuelles, elles sont nourries et par des discussions avec d'autres personnes, et mieux elles sont accompagnées, mieux en fait on peut déplacer enfin on peut L'enjeu. mettre l'ego au service du projet et pas l'inverse. Mais je pense que s'il y avait une recette en cette étape, on le saurait déjà, et que le plus important, je pense que c'est justement d'avoir des émissions comme ça qui posent ces sujets, c'est d'avoir plus de littérature sur le sujet, c'est d'en parler. Mais moi, je crois pas aux recettes magiques sur ces sujets-là. Parce que c'est tellement intime et c'est tellement personnel. En fait, les raisons pour lesquelles les personnes créent des projets, il y en a plein, il y en a une multitude. Et puis des fois, ça change aussi en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, de ce qu'on a envie d'y vivre aussi. Donc, par contre, le fait d'en parler, le fait de dire que c'est possible de faire différemment, je pense que ça aide les gens à trouver leur propre chemin. Et du coup, justement, dans ces 10 années, j'imagine que ta place, comment toi, enfin, on change tous, d'ailleurs chaque jour, un petit peu. Mm. Comment tu te réinventes au fil des années dans ta relation au projet, au final, le projet Active Action, dans cette relation, comment tu la questionnes, comment tu la réinventes, comment tu l'ajustes? Est-ce que c'est par des caps, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, il y a des échéances, des choses qui sont rythmées ou pas? Alors, il y a une partie qu'on peut choisir, et puis il y a une autre partie qu'on peut pas choisir, quoi, mais comme partout dans la vie. Enfin, on est traversé par la vie, il y a des choses qui se passent. Enfin, nous, on fait partie d'un écosystème, il y a des choix politiques qui sont faits. Donc, en fait, nous, on est aussi dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il y a tout l'aspect influence externe auquel il faut s'adapter, et qui demande des fois de traverser ses peurs, traverser son ego aussi sur certains sujets. Donc, il y a une partie qui n'est pas maîtrisée, c'est comment tu t'ajustes à ça. Faire des sauts de foi. Voilà. La foi. Et choisir, tiens, est-ce que j'ai envie de continuer là, ou est-ce que non, cette contrainte-là ne me va pas. Enfin, voilà, il y a ça. Et après, il y a l'autre partie qui est plus personnelle, de se dire, en fait, voilà, là, ça fait 10 ans, ou là, ça fait 5 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus ou pas? Est-ce que là, ça me plaît toujours? Donc, je pense que c'est trouver l'équilibre entre ces deux aspects de... Il y a quelque chose qui arrive et je m'y adapte, et en même temps, j'ai aussi envie de diriger ce que j'ai envie de faire dans ma vie, de ce que je veux être, ou dans quelle place je veux être, où est-ce que je veux être, etc. Donc c'est un dialogue entre ces deux aspects. Hmm. J'ai une question pour l'enjeu, c'est le projet. Comment pour toi, comment placer le projet au bon endroit pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs et membres bénévoles, du coup, dans votre cas? Placé au bon endroit, c'est-à-dire? C'est-à-dire de le mettre à un certain endroit, non pas porté par les cofondateurs, cofondatrices et dirigeantes et dirigeants, mais au bon endroit. C'est-à-dire que si je donne un exemple, dans Nous Tous Pro, on place toujours le projet au milieu, c'est-à-dire en disant voilà son énergie, voilà sa vision, voilà comment, et de manière rythmique et régulière, avec les partenaires, avec les équipes, on dialogue sur le projet, mais sans qu'il soit identifié sur une personne. Mais pour autant, j'ai vécu avec Makers for Change exactement l'inverse, où j'étais le projet, et que donc tout revenait vers moi. Du coup, comment, auprès des 40 personnes, par exemple, on fait vivre et on met le projet au milieu ou dans une certaine verticalité? Comment on le fait exister, en fait, un peu plus et indifféremment
de la directrice générale? Après, je pense que c'est l'autonomie qu'on donne aux gens de s'approprier le projet. Donc, on a essayé depuis le début mais parce que aussi je crois à ça en termes de. Je pense que le travail peut permettre aussi cette forme d'émancipation, enfin faire en sorte que tout le monde puisse avoir aussi sa zone de maîtrise et de création. Donc, on essaye de faire en sorte que les postes le permettent. Mais ça soulève d'autres enjeux parce que quand on a beaucoup d'autonomie, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de responsabilités. Donc, en fait, il faut aussi trouver l'équilibre pour les salariés en termes de protection et d'engagement pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de responsabilités non plus, parce que finalement, c'est le rôle d'une direction de prendre certaines responsabilités. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Mais il faut aussi permettre à chacun et chacune de pouvoir apporter quelque chose. Donc, on a des points réguliers dans le management, on a des séminaires d'équipe où on construit les choses, les objectifs à moyen terme, etc. On retravaille beaucoup la vision aussi avec toutes les personnes parce qu'il y a forcément des changements en interne. On a aussi beaucoup fait évoluer les personnes. On a eu la chance d'avoir des personnes qui étaient là quasiment depuis le début, donc qui ont pu évoluer au sein de la structure sur des nouveaux postes et donc forcément apporter qui ils sont et ce pourquoi ils croient aux choses. On a aussi pas mal de discussions aussi informelles finalement aussi sur La place de l'informel, ouais. ouais, sur ce pourquoi on fait les choses et pourquoi c'est important, et etc. Et après, encore une fois, moi j'accepte aussi que les raisons pour lesquelles les gens s'investissent dans le projet ne sont pas les mêmes pour tous, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire que les besoins ne sont pas les mêmes. Et en fait, je pense que ça crée une vision plus large du projet et ça le fait qu'il ne se dirige pas juste d'un côté, mais qu'il va avoir une vision plus holistique. Et sur notre sujet, c'est important. Après, peut-être que dans d'autres contextes, ça l'est moins et il faut Je quelque pense chose que de dans plus. tous les contextes, des moments, des espaces d'échange et de partage en collectif, c'est important. Oui, oui, moi ça c'est sûr. Et je pense qu'il faut, vraiment, les gens ne font pas un métier uniquement pour une raison. Ils ne sont pas investis dans une entreprise uniquement pour une raison. Et ça, peut-être que c'est ce qui manque aussi peut-être des fois, de temps en temps, dans le management, c'est qu'en fait, c'est de comprendre toutes les raisons pour lesquelles les gens s'investissent dans leur entreprise. Et des fois, c'est pas que le salaire ou que l'équipe ou que le sens de la mission. Des fois, c'est un peu des deux, des trois. Il y en a pour qui ça va être plus fort que d'autres. Et c'est ça qu'il faut aussi sentir et s'appuyer en fait sur ça pour faire grandir la structure, quoi. D'autant moins les nouvelles générations qui elles, moi, je pourrais avoir deux sœurs, enfin, ouais, je vois l'évolution en 15 ans d'écart d'âge sur leur manière de voir le monde, la vie de l'entreprise, le monde de l'entreprise, la carrière ou le monde professionnel. Et c'est clair que leur premier critère, c'est est-ce que ça fait sens ou pas. Je sais qu'au final, enfin, moi, les retours que j'ai, hein, je sais qu'au final, alors c'est une certaine un certain environnement socio-éducatif, hein, évidemment, mes sœurs. Mais en tout cas, pour ces jeunes-là, je me fais pas trop de soucis pour l'argent. Là, d'abord, ce que je vais chercher, c'est est-ce que ça fait sens ou pas, est-ce que ça va me nourrir ou pas. Alors après, j'ai la sensation que c'est quand même assez individuel et du coup, qu'il y a une nécessité presque de faire beaucoup plus exister encore la vision, les valeurs de l'entreprise pour créer un sentiment d'engagement. Parce que j'ai la sensation, du moins, que c'est pas forcément le cas automatiquement ou de manière organique comme ça a pu l'être pour nous, où il y a un moment, il y a un déclic et on dit: «Vas-y, on y va, on s'engage» et parce que c'est vibrant, vivant. Là, j'ai la sensation qu'il faut aller peut-être plus créer ces espaces, que ce soit dans de réinventer les job meetings ou les job dating ou je sais pas comment on les appelle, mais et pour faire exister en fait, la notion des projets directement et de voir si ces jeunes, comment ils réagissent. Mais je crois que vous intervenez aussi dans ce type d'environnement, avec, notamment, la CRES, Grand Est. Est-ce que, qu'est-ce qui par rapport à ces jeunes générations, est-ce que vous avez, puisqu'on parle quand même depuis le départ et toi depuis plus de 10 ans, de construire le monde du travail de demain. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette évolution entre il y a 10 ans et aujourd'hui par rapport à ces plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui? Alors, moi, je mettrais quand même un petit peu de nuance, mais tu l'as fait. Je pense qu'il y a des jeunes, enfin, en tout cas, c'est très hétérogène quand même, hein, le rapport au travail. Ça dépend quand même.
enfin, voilà, il y a des jeunes qui, en effet, vont chercher du sens et d'autres pour qui c'est l'argent le premier critère. Donc, voilà, il faut un peu nuancer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des tendances de fond. Le rapport à l'entreprise, clairement, a changé, mais je pense pas que chez les jeunes, en fait. Peut-être qu'eux, ils ont drivé ça parce qu'ils ont pas accepté certaines choses que les générations d'avant ont acceptées, mais ça... Enfin, voilà, nous, dans les personnes qui viennent aux ateliers, il y a des gens de tous âges et le rapport à l'entreprise a changé pour eux aussi dans l'investissement. Enfin voilà, les gens ne veulent plus perdre leur santé au travail, etc. Donc bon voilà, ça c'est encore une fois ça, je pense que ça mériterait un sujet à part là-dessus. Il y a quand même un peu plus de complexité. Que certains stéréotypes qu'on peut véhiculer finalement dans la presse. Il y a vraiment des jeunesses et en effet un rapport au travail qui a changé, mais qui pour moi n'est pas que des employés vers l'entreprise, c'est aussi l'entreprise qui a changé son rapport et qui n'a pas besoin des mêmes compétences. Et donc je veux dire, on sort d'une ère où on avait des métiers qui étaient très liés à des tâches. Et donc, en fait, les entreprises aussi avaient besoin d'un certain type de profil de personnes qui exécutaient des tâches et qui n'avaient pas forcément toujours besoin d'être créatifs. Aujourd'hui, ces choses-là, quand même, ont tendance à changer. La nature même des métiers a changé. Le fait aussi que les métiers changent beaucoup plus rapidement qu'avant fait qu'on a besoin d'autres types de compétences. Et donc, en fait, je trouve que sur ce sujet, il y a certes les gens qui ont d'autres attentes envers les entreprises, mais les entreprises ont aussi d'autres attentes envers les personnes. Et ça, je ne suis pas sûre qu'elles soient toujours très au clair là-dessus. Et donc, ça vient créer des tensions parce que des fois, les personnes qui dirigent les entreprises ont grandi dans un environnement qui n'est plus le même et donc on ne peut plus appliquer les mêmes recettes. Et on le voit bien, en fait, là, les métiers, on parle d'obsolescence de compétences en 3 ans. Alors qu'on a eu enfin voilà, nos parents ou nos grands-parents, ils ont eu des carrières entières sur les mêmes métiers ou en tout cas dans la même entreprise. Donc forcément, ça fait aussi que les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi n'ont pas la même vision de l'entreprise. Et il faut aussi dire que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ont aussi vu leurs parents subir des vagues de licenciements après beaucoup d'années d'investissement dans les entreprises. Donc forcément, ça vient questionner le rapport qu'on a à l'entreprise et la question de l'investissement dans le collectif. Et c'est là où je te rejoins. Je pense qu'en effet, pour moi, je pense que l'entreprise reste quelque chose qui est collectif. En fait, c'est différentes personnes qui ont un projet en commun. Et donc, en effet, il faut travailler ce collectif-là, mais il faut le travailler dans les deux sens. On ne peut pas que demander aux employés d'être hyper investis collectivement si l'entreprise, elle n'est pas, OK avec ça aussi, quoi. Bien, merci. Ça me rappelle... là, j'ai eu un échange avec un dirigeant la semaine dernière sur l'arrivée massive, enfin en tout cas l'avenir de l'intelligence artificielle générative dans le monde du travail. Lui parlait, puisqu'on a mentionné l'expérience Makers for Change, et donc on travaillait avec des personnes réfugiés statutaires, des personnes en demande d'asile, et donc des personnes qui ont été forcées de migrer, et lui parlait d'une nouvelle vague de travailleurs, de licenciements, de travailleurs forcés de changer, d'évoluer, et donc de réfugiés du travail, en fait. Et demain, globalement, enfin, lui dans sa vision, et ça résonnait assez, moi qui suis vraiment dans l'IA, et toi aussi, hein, ici, en termes de production audiovisuelle, de communication, c'est de repenser nos métiers avec cet élément qui vient bouleverser les choses, hein, quand même, nous reposer d'autres questions comme quelle est la vraie valeur que j'ai et que je peux apporter à mon entreprise, de quelle manière, en fait, par exemple, Steve, la dernière émission, lui, il l'a intégré dans son cabinet d'expertise comptable, c'est de se dire, en fait, la réflexion, c'est à quel endroit j'ai une vraie valeur ajoutée, et que tout un tas de documents administratifs, comptables peuvent être faits par l'IA générative, et que moi, je peux me concentrer dans le lien humain. Lui, c'était sa réflexion. Mais c'est du coup, ça nous amène à tout un tas de nouveaux champs, nouveaux champs d'exploration au final, hein, de questionnement, et voilà. Et justement, je pense que ça nécessite d'avoir une forme de sentiment de sécurité
Et ça, c'est peut-être aussi ce qu'on oublie, c'est que l'être humain, par définition, en fait, on est tous capables de changer, d'évoluer. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais si on veut que les gens changent et s'adaptent aussi rapidement que là, la technologie, comment elle nous oblige à le faire, il faut aussi que les gens se sentent en sécurité, quoi. Et c'est là où je pense que, pour refaire le lien avec la question du management bienveillant ou de la bienveillance, enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est qu'en fait quand les gens se sentent dans un environnement sain, bienveillant, dans lequel ils ont l'impression que les personnes autour d'eux veulent leur bien, ça, à mon avis c'est plus facile de pouvoir s'adapter et se remettre en question et être ok de dire ah bah tiens bah là j'ai peut-être plus d'utilité parce qu'il y a une machine qui vient, mais par contre je vais peut-être l'avoir autre part parce que je suis reconnue aussi dans autre chose, quoi. Ça va demander de belles transitions, transformations et accompagnement, tout ça. Hein. Des stages en autostop aussi. Voilà, pour le lâcher prise. Ouais, pour la confiance. C'est ce que tu disais avant. Organiser des baptêmes de stop. Ça marcherait en plus. Oui, mais c'est une belle initiative. Moi, j'y participe. Ça y est, on crée une autre info. Du coup, on arrive dans ce temps de fin, de clôture. Il y a une question à laquelle que j'aime bien poser pour terminer. C'est quel effet magique, abracadabra, tu as ressenti ce matin ou avec quoi tu as envie de repartir de nos échanges. Et évidemment, on va s'inviter Cédric et le Cédric au carré, comme tu disais, à aussi y répondre. Bon, moi, j'ai très hâte de vous accueillir à Barbiton avec un verre de vin après votre fabuleux tour de stop. La rencontre. C'est ça, à la bonne heure. La rencontre, on s'y est engagé. On prend les agendas de tout à l'heure. Merci en tout cas, Émilie. Du coup, on mettra en description évidemment les liens pour être en lien directement avec toi sur LinkedIn par exemple, et le site internet et les réseaux sociaux d'Active-Action. Merci en tout cas pour ce très beau moment de partage au pluriel ce matin. Et est-ce qu'on a, parce que moi l'abracadabra qu'on a vécu un petit peu aujourd'hui, est-ce que moi j'en ai un, alors j'ai envie de le dire. Bien sûr. C'est bon. Ah oui. Vas-y. Je me suis dit non, je vais pas pouvoir le dire. Si, je vais en partager un aussi. Ah ok, super. Je me lance après, bien sûr, n'hésite pas si tu en as aussi. Oui, moi ça me conforte dans l'idée que quand on parle de leaders de projets, d'entreprises, d'assos, etc. Il y a certes il y a des compétences, il faut des compétences, mais et puis certes c'est le projet avant tout et pas une personne, ok, ça d'accord, mais quand même il y a aussi des gens inspirants. Tout ce qu'on a dialogué aujourd'hui, ce côté, voilà, on a envie de partir en vacances avec toi, tu vois, suite à un échange, on dit, waouh, mais on va pas s'ennuyer pendant une semaine, tu vois. Et je trouve que c'est aussi l'un des trucs qui moi me travaille, me fait dire ouais en fait ça vaut le coup de travailler plein de choses aussi à côté de l'activité parce que ça fait de nous une personne inspirante. Ça peut aider et ça peut vitaliser un projet au sens vraiment vital. Il y a un truc, on a envie d'être ensemble et on sent qu'on va s'enrichir en étant l'un à côté de l'autre. Donc voilà, merci pour l'effet abracadabra, puisque j'imagine que les gens qui te côtoient effectivement sont au bénéfice de tout ça et puis ça doit booster le truc, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi, Cédric, d'avoir été à nos côtés ce matin, aujourd'hui. Et pour mon effet abracadabra, je pense que c'est vraiment en fait ce côté de... J'aurais jamais imaginé un lien entre l'équitation et l'entrepreneuriat. C'est vrai. Et la manière dont en fait ça peut nous accompagner, accompagner les porteurs de projets. Enfin, des disciplines tierces peuvent accompagner à comprendre des mécanismes dans l'entrepreneuriat et du coup à être... ça m'a vraiment surpris. Je me serais pas attendu à ce lien-là et voilà, donc c'est ce moment magique. Et l'autre, ce que je vais m'en permettre deux, c'est quand même que, évidemment, te connaissant, je sais que tu incarnes cette vision d'Active-Action et sur toutes ces cartes, eh bien, tu as tiré celle de la visionnaire. Donc, je trouve que la magie était là aussi au moment de ce tirage de cartes. Je vous remercie à toutes et tous de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, liker et partager à une personne au moins de votre entourage qui pourrait trouver ressources pour son projet dans cette émission. Et évidemment, nous nous retrouverons à la suite de cet été pour une nouvelle saison d'Abracadabra. À mes côtés, du coup, avec Cédric et peut-être une invitée ou un invité surprise que sélectionnera Émilie. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient ?
Je vais réfléchir. Pas d'engagement. Il y en a trop. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Bye. Bye bye.